Deuxième vidéo de cette deuxième masterclass sur le droit des obligations. Donc cette fois-ci, on va se concentrer donc sur la notion de faute. La première parlait donc du dommage, du lien causal et donc de la frontière qu'il y a entre. Comme pour la première vidéo et donc pour les suivantes, il y a donc une table des matières. C'est beaucoup plus facile en DOB de situer la matière avec cette fameuse table. Ça nous aide en fait à vraiment bien agencer nos idées. Je vous le recommande vraiment pour ce cours-ci. Donc tout d'abord, on va voir la notion de faute, pour ensuite aller sur la méconnaissance d'une norme de conduite, l'imputabilité et donc la prévisibilité du dommage, qui sont donc les trois conditions de la faute. Enfin, les trois conditions. Ensuite, les faits justificatifs, les faits non justificatifs et enfin le fait personnel, qui va donc résumer très rapidement la première vidéo sur le lien causal et le dommage, et donc celle-ci qui parlera de la. Tout d'abord, donc la faute, elle a différentes notions, donc elle a énormément de définitions. Elle en a en doctrine française par Plagnol et Mazot, pas besoin de les dire. Mais la principale qui revient, c'est celle qui est en doctrine belge par Tunis. C'est donc la faute est une violation imputable à son auteur d'une norme de comportement juridiquement obligatoire, lui imposant soit de s'abstenir ou d'agir de façon déterminée, soit d'agir comme une personne normalement diligente ou prudente. La faute va donc comporter deux pôles différents. Un pôle objectif, qui est donc la transgression d'une norme de conduite juridiquement obligatoire, et donc un pôle subjectif, qui concerne l'imputabilité du fait illicite à son auteur. Et donc la Cour de cassation, elle va reconnaître la prévisibilité du dommage comme un élément de la faute. Le premier élément distinct de la faute, c'est donc la méconnaissance d'une norme de conduite. Donc la faute extra-contractuelle, elle a un double visage. Donc soit elle va consister en un acte ou alors une abstention, qui est la méconnaissance d'une règle juridique, donc ça peut être une norme de droit national ou bien international, qui va donc imposer d'agir ou alors de s'abstenir. Soit elle consiste donc en un acte et une abstention, toujours, qui, sans constituer un manquement à de telles normes, va s'analyser en une erreur de conduite, donc que n'aurait pas commise une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions, donc en tant que bon père de famille. La norme de conduite, qui est donc le pôle objectif, elle va donc viser l'écart entre le comportement prescrit par la norme et celui adopté par l'auteur du fait dommageable. Elle a donc deux parties. La première, c'est donc la violation d'une obligation déterminée, et l'autre, c'est donc la violation de l'obligation générale de prudence. Donc la violation d'une obligation déterminée, c'est donc quand un texte légal ou réglementaire impose d'agir ou de s'abstenir de manière déterminée. Celui qui donc ne va pas s'y conformer, il est automatiquement considéré comme fautif, et donc la violation de cette règle de droit spécifique est en soi déjà constitutive de faute, et donc va entraîner notre responsabilité en tant qu'auteur. Mais pour cela, il faut bien entendu que la transgression soit donc commise librement et consciemment. Donc, il a été précisé que seule constitue en soi une faute la violation d'une règle de droit imposant d'agir ou alors de s'abstenir de manière déterminée. Et donc, pour que ce soit vraiment bien considéré comme une faute, il ne faut pas oublier de bien préciser que la transgression doit être commise librement et consciemment. Et une fois donc que l'auteur du dommage a donc violé librement et consciemment la norme réglementaire ou alors légale, le juge ne va pas aller chercher une faute quelconque comme une maladresse ou une imprudence. Le fait d'avoir commis librement et consciemment la faute suffit à entraîner donc à notre responsabilité. Il faut donc comparer ce comportement à un homme normalement prudent et diligent qui sera donc placé dans les mêmes circonstances. La deuxième partie donc de la méconnaissance d'une norme de conduite, c'est donc la violation de l'obligation générale de prudence. Donc le législateur, il ne peut pas régler notre vie dans les moindres faits et gestes, il ne peut pas tout gérer. Donc il y a des normes de conduite qui sont formulées de manière vraiment précise, mais elles sont aussi accompagnées d'un devoir de prudence qui est vraiment général et qui va s'imposer à tous. Et donc l'appréciation, elle va se faire par référence aux critères du bon père de famille. Et donc tout d'abord, on va se demander comment cette personne aurait réagi dans les mêmes circonstances, donc en tant que bon père de famille, normalement prudent et diligent. Et ensuite, on va prendre ce comportement qu'on va comparer au comportement illicite de l'auteur du fait dommageable. Et ainsi, donc, il y aura un écart de conduite qui va se faire, et cet écart de conduite par rapport donc, à l'attitude qui eût été adoptée par une personne normalement prudente, ça va permettre en fait de situer où est la faute commise donc, par l'auteur du fait dommageable. Donc la faute extra-contractuelle, elle est appréciée in abstracto.
Donc cela signifie qu'on va en fait juger le comportement litigieux en lui-même sans prendre les caractéristiques individuelles du sujet. Donc on ne va pas prendre par exemple le fait que c'était un enfant de 15 ans. On va vraiment prendre le comportement en soi. Le deuxième élément de la faute, c'est donc l'imputabilité, c'est donc le pôle subjectif. Et donc, aucune faute ne peut être commise en l'absence de capacité achélienne. S'il n'y a pas de capacité achélienne, il n'y a donc pas de faute. Cette dernière va supposer en fait que l'auteur de l'acte illicite, il soit conscient des conséquences de son acte, mais aussi qu'il possède le contrôle de ces derniers. Et donc, pour être érigé en faute, il va falloir que son acte illicite lui soit imputable. Donc, c'est-à-dire qu'on doit rattacher l'acte illicite à sa volonté libre éclairée par la raison. Il ne doit pas avoir nécessairement, en tant qu'auteur du dommage, voulu transgresser une règle de droit ou alors une norme de prudence, ni encore moins avoir occasionné un dommage. Il faut juste en fait que l'auteur de l'acte illicite soit capable de discernement. Donc cette capacité de discernement, elle va s'entendre en fait comme l'aptitude d'une personne à apprécier la portée de ses actes, à en assumer les conséquences. C'est donc une question de fait qui est unanimement admise donc, par la doctrine et la jurisprudence et qui est aussi laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Et donc cette capacité de discernement, contrairement donc, à l'autre élément constitutif de la faute, donc la méconnaissance d'une norme, il va s'apprécier en fait in concreto, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre les caractéristiques propres de l'auteur. Donc dans ce cas-ci, on n'ira pas sur un modèle du bon père de famille, on va vraiment prendre les caractéristiques même du fautif. Donc pour reprendre cet enfant de 15 ans, on va reprendre les caractéristiques qui définissent donc cet enfant. Donc le fait qu'il ait 15 ans, on va aller voir par exemple dans sa famille, qu'est-ce qui l'a poussé à faire tel acte, et donc vraiment des caractéristiques qui lui sont propres à lui. C'est ça la différence entre in concreto et in abstracto. Et donc, dans la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2017, elle a aussi consacré une conception un peu plus objective de la faute. Et donc, ça va être le projet de réforme de la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'en fait, une faute objective, l'imputabilité, en fait, elle ne sera pas présentée comme un élément de la faute. Elle va se présenter en tout état de cause, sauf en fait pour démontrer que l'auteur, au moment des faits, était dénué de conscience ou sous l'emprise de faits justificatifs. En fait, ce qui se passe, il y a des problèmes à cette imputabilité, c'est qu'on ne peut pas... donc l'imputabilité, les jeunes enfants en bas âge, les personnes démentes ou alors dans un grave état de déséquilibre mental, ces personnes-là, on ne peut pas leur imputer leur faute. Et donc, pour cela, il y a donc la plupart des faits justificatifs qui vont indiquer que l'acte dommageable ne procède donc pas de la volonté du défendeur. Là, dans ce cas-là, ce ne sera pas notre responsabilité, et on ne pourra donc pas on ne pourra pas être érigé en faute, mais seulement ces exceptions, donc ces enfants et ces déments, ça pose un petit souci d'équilibre parce qu'ils ne peuvent donc pas être fautifs alors qu'une personne tout à fait normale, donc qui a la capacité de discernement, elle le pourra. Donc c'est pour cela qu'il va y avoir donc cette conception plus objective de la faute qui va... Et donc au niveau des enfants, il y a vraiment une absence de disposition légale au niveau de l'âge du discernement. C'est vraiment le juge qui l'apprécie souverainement. C'est en fonction, en général, des circonstances de chaque cas d'espèce. Et donc il y a une présomption de fait qui va dire que l'âge de discernement, c'est à peu près vers 7 ans. Mais c'est renversable à nouveau parce qu'il y a donc une appréciation in concreto. Imaginons un enfant qui a très très mal grandi, qui à 7 ans ne se rend toujours pas bien compte du bien et du mal. Dans ce cas-ci, on ne peut pas dire qu'à 7 ans, et donc on peut lui imputer sa faute. Et donc pour cela, on ne va pas reconnaître le discernement en deçà de 6 ans, mais alors on va le considérer comme acquis au-delà de 10 ans. C'est la seule nuance. Et enfin, pour les déments et les anormaux, donc c'est l'article 1386 bis du Code civil. Faire attention que 1386 parle des bâtiments en ruine, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc faites attention à ne pas les confondre. Et donc, en principe, un dément ou alors un anormal, il ne peut donc pas être condamné à réparer le dommage qu'il a causé. Donc, c'est vraiment inéquitable pour la victime parce que si c'est un dément qui lui a causé le dommage, donc uniquement un dément, elle se retrouvera donc sans indemnisation. Et donc, le législateur, il va intervenir avec la loi du 16 avril 1935 et donc il va insérer dans le Code civil ce fameux article 1386 bis. Et donc, ça va être fondé sur l'équité et il va déroger au droit commun par de deux manières. La première, c'est que la condition de faute est donc évacuée parce que l'élément moral va donc faire défaut. Et donc, au profit de la faute, on va plutôt aller mettre un acte objectivement illicite, donc comme dit ici, un AOI,
pour aller plus vite. Et donc, un acte objectivement illicite, c'est une faute qu'une personne douée de discernement n'aurait pas commise. Très vite fait. Et ensuite, la deuxième dérogation, c'est donc que le juge il va moduler la réparation en fonction des circonstances et de la situation des parties. Donc ça va être une entorse au principe de la réparation intégrale. Et donc la réparation du dommage, elle est facultative tant dans son principe que dans son montant. Cet article 1386 bis, donc il est souvent posé comme question à l'examen. Il faut savoir qu'il ne profite vraiment qu'aux déments. En tant que parent de dément, on ne pourra pas utiliser cet article, c'est hors de question. C'est vraiment qu'aux personnes atteintes, qui sont déments ou anormaux. C'est uniquement pour eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent donc invoquer cette disposition. Et dans le cas où, par exemple, on a une crise cardiaque ou un autre événement de ce style-là, une crise d'épilepsie ou quoi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dément ou anormal, vu qu'on est privé de sa capacité de discernement, ça n'a rien à voir. Allez plutôt vous diriger plutôt vers une force majeure, qui sera donc un événement imprévisible, irrésistible et donc indépendant de la volonté du défendeur. Beaucoup de gens confondent les deux, mais il faut bien savoir que 1386, c'est uniquement le dément qui peut s'en prévaloir. Et enfin, donc, pour que la méconnaissance d'une norme générale de prudence puisse constituer une faute, il faut donc que le dommage ait été prévisible. Et donc la Cour de cassation, elle va faire de la prévisibilité du dommage un élément constitutif de la faute en responsabilité extra-contractuelle, donc 1382. En contractuel, c'est 1150 du Code civil. Et donc une personne, elle sera responsable du dommage qu'elle a causé que si elle a pu prévoir que son imprudence était susceptible de créer un préjudice quelconque, ou alors si elle a dû le prévoir. Et donc, il y a soit la prévision, soit la prévisibilité du dommage. Et donc, l'imprévisibilité du dommage, il va supprimer la faute et donc notre responsabilité. Et donc, cette prévisibilité, elle va concerner l'éventualité de celui-ci. Elle n'ira pas sur l'étendue ou la nature. Elle se fera à nouveau in abstracto. Et donc, en extra-contractuel, c'est tout le dommage qui doit être réparé, y compris l'imprévisible. C'est seulement donc, en contractuel que l'imprévisibilité du dommage va supprimer la faute. Et donc, pour bien tout rappeler, donc la faute, 1382 du Code civil, je n'ai pas de slide, mais je vous le dis oralement. Donc, il y a deux pôles, l'objectif et le subjectif. L'objectif est donc la méconnaissance d'une norme de conduite avec la violation d'une obligation déterminée qui est donc appréciée in abstracto, et la violation d'une obligation générale de prudence qui est aussi appréciée in abstracto, qui est donc le bon père de famille. Et l'autre, donc la violation d'une obligation déterminée, doit être donc commise librement et consciemment. La partie subjective, c'est donc l'imputabilité, c'est donc la volonté libre et consciente de son auteur. Et donc il doit y avoir un lien entre le fait générateur du dommage et la personne désignée en tant que responsable. Et donc c'est apprécié in concreto. N'oubliez pas donc les exceptions avec les enfants de bas âge et les déments qui peuvent donc se prévaloir de 1386 bis du Code civil. Et enfin, donc, comme on a vu ici, la prévisibilité du dommage que la Cour de cassation reconnaît comme un élément constitutif qui est donc apprécié in abstracto. Ensuite, il y a donc les faits justificatifs qui sont différents des causes étrangères exonératoires vues dans la précédente vidéo. Et donc, il arrive en fait qu'un acte dommageable, a priori fautif, soit accompli dans des circonstances que le droit prend en considération pour justifier l'acte a posteriori et donc lui ôter tout caractère délictueux. Et donc là, le fait justificatif, il va en fait permettre de faire une distinction entre les actes qui sont réellement fautifs et ceux qui ne le sont qu'en apparence. Et donc, en purgeant cette faute, on va soustraire l'auteur du fait dommageable à toute responsabilité. Au niveau des causes étrangères exonératoires, il y a donc la force majeure, le fait d'un tiers et la faute de la victime. Ils vont intervenir en fait sur le lien causal. Ça va permettre en fait à l'auteur du fait dommageable de se soustraire à sa responsabilité en démontrant qu'en fait le dommage n'est pas réellement sa cause propre, donc que par exemple dans ce cas-ci c'est un événement de force majeure, c'est exclusivement le fait d'un tiers ou alors exclusivement la faute de la victime. C'est vraiment sur le lien causal que ça va jouer. Ça va ne pas nécessairement exclure en fait la faute, mais elle pourra empêcher l'émergence d'un lien causal entre la faute et donc le dommage. Au niveau des faits justificatifs, donc comme ici, il y a donc la légitime défense, l'état de nécessité, la contrainte, l'ordre, permission de la loi, l'ordre de l'autorité et l'erreur invincible. Et donc en fait, là, ça va vraiment jouer au niveau de la faute. Ça va renvoyer fondamentalement à des circonstances externes à la personne qui donc vont permettre d'excuser un comportement qui apparemment est fautif.
Au niveau de ce qui est la démence, l'extrême jeunesse ou alors la perte momentanée du contrôle de nos actes, ce ne sont donc pas des faits justificatifs, ce sont des causes subjectives d'irresponsabilité. Donc c'est les exceptions qu'on a vues avec l'imputabilité. Le premier fait justificatif, ce sera donc la légitime défense. C'est donc une cause de justification bien connue donc, en droit pénal, c'est donc l'article 416 du Code pénal. Elle répond à des conditions extrêmement strictes et elle doit donc s'entendre comme une riposte immédiate, dommageable et proportionnée face à une agression injuste et actuelle ou imminente s'exerçant sur une personne ou sur des biens. La légitime défense, elle va donc impliquer une agression au départ. L'attaque doit donc être actuelle ou imminente. Une simple menace qui sera donc non suivie des faits ou alors un simple risque d'agression ne va pas en fait permettre de légitimer une défense qui pourrait apparaître prématurée. Et donc elle doit être distinguée de l'autodéfense spontanée. Le fait de réagir postérieurement à une agression ancienne, qui est donc demeurée impunie, ça relève de la vengeance et ce ne sera pas de la légitime défense. L'agression, elle doit être injuste. Donc il n'y a pas de légitime défense contre de la légitime défense, ni contre une agression ordonnée par la loi ou alors commandée par une autorité légitime. Cependant, il est donc légitime de se défendre contre des abus de pouvoir flagrants ou alors des actes manifestement illégaux. Ensuite, donc l'agression, elle peut être dirigée contre des personnes ou alors contre des biens. Et donc il importe peu que l'attaque ait visé donc le défenseur lui-même ou alors un tiers. La légitime défense d'autrui, elle est souvent assimilée à la libre défense de soi-même. Et donc, à la différence du droit pénal, qui sera donc la légitime défense personnelle, la légitime défense des biens, elle est admise en droit civil. Si jamais on fait acte donc de violence inutile, non limitée au strict nécessaire et donc disproportionnée, on ne répond à aucune condition de la légitime défense. Donc, pour rappel, c'est donc une riposte qui est immédiate, dommageable et proportionnée. Comme dit Madame de Grave, donc tuer une mouche avec un bazooka, ce n'est clairement pas une légitime défense, on se doute bien. Et donc pour être légitime, cette défense, elle devra donc être nécessaire. Donc ça va supposer qu'il n'y ait pas d'autres moyens de protection envisageables, tels donc la possibilité de recourir utilement à l'autorité publique. En plus de ça, donc cette réaction, elle doit être mesurée, donc elle ne pourra pas être excessive par rapport à la nature et à la gravité de la situation. Et donc le caractère proportionné de la riposte, il va donc s'apprécier in abstracto. Si jamais il y a un rejet de la légitime défense, l'auteur du fait dommageable, il n'est pas nécessairement condamné à une réparation qui est donc intégrale. Au contraire, le juge il va estimer qu'en fait, il y a lieu d'un partage de responsabilité. Donc la victime du dommage, elle peut avoir commis par son comportement agressif une faute à l'origine de la riposte. Donc si la faute initiale est constitutive d'une infraction, le juge y va attribuer la majeure partie de la responsabilité à la victime auteure de l'infraction en raison donc, de la gravité. Ça fait un peu entorse au système de l'équivalence des conditions, ce qui peut être justifié donc par l'adage fros omnia corrumpit, qui est donc la faute corrompue. Ensuite, il y a donc l'état de nécessité, qui est donc une situation dans laquelle une personne n'a d'autre choix pour éviter un mal imminent que d'en causer un autre de moindre gravité. En droit pénal, elle est non expressément introduite dans le code, mais cependant elle est donc unanimement admise par la doctrine et la jurisprudence comme cause générale de justification sur base du fondement de l'article 71. Et donc en droit civil, il y a l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1930 qui dit qu'on peut donc invoquer l'état de nécessité comme un fait justificatif exclusif de toute responsabilité. La jurisprudence va le confirmer dans un arrêt du 19 décembre 1980. Et donc cet état de nécessité, il va permettre d'exonérer la personne qui va causer un dommage, parce qu'en fait, il n'a pas pu s'y prendre autrement, en vue d'écarter un danger actuel ou imminent. Mais en premier lieu, donc, l'état de nécessité, il va donc supposer l'existence d'un danger qui soit réel, actuel ou imminent. La nature du danger, elle n'a pas d'importance. Il est vraiment indifférent que le danger va menacer un tiers ou alors l'auteur du fait dommageable ou qu'il mette en péril la vie, l'intégrité physique ou les biens d'une autre personne. L'acte dommageable, il va devoir aussi être indispensable. C'est-à-dire donc que c'est la seule, ou du moins la meilleure façon d'éviter le dommage. S'il y a une autre possibilité, donc qui est licite, qui se ferait donc à l'auteur pour déjouer le danger auquel il est confronté, évidemment, il devra choisir cette possibilité-là. Et donc l'appréciation de cette condition, elle va se faire in abstracto. Et donc, en fait, l'état de nécessité, c'est vraiment un dilemme. C'est par exemple, c'est un très mauvais exemple que je vais vous donner, mais moi, ça me permet de bien situer. On est sur la route et devant nous, il y a soit
marteau peut écraser un bébé, soit je peux écraser une dame âgée. C'est un peu trash, on va dire, mais c'est un dilemme en soi. C'est un conflit de valeurs. Je vais quand même tuer un être humain, donc qui je préfère tuer, le nouveau-né ou la personne qui a déjà vécu sa vie. Et donc moi, ça me permet de juger ce dilemme, ce conflit de valeurs. Et donc, l'intérêt sauvegardé, il doit vraiment présenter une valeur sociale supérieure à l'intérêt sacrifié. Donc, dans ce cas-ci, je vais plutôt sacrifier la personne âgée qui a déjà eu le temps de vivre plutôt que le nouveau-né qui, lui, justement, commence à découvrir la vie. Donc voilà, n'utilisez pas cet exemple. Hein. Ça a été repris par le MIT, mais ne l'utilisez pas vraiment. C'est pas le meilleur exemple parce qu'il est vraiment trash et je sais que Madame Georges ne l'aime pas. Et donc la condition, elle va suggérer que de deux mots, on va donc choisir le moindre, même s'il va causer un dommage. C'est vraiment à condition que l'acte soit proportionné au bien que l'on va préserver ou donc au mal qu'on va éviter. Et ça permettra enfin de justifier la priorité qu'on va donner à la vie ou à l'intégrité. Cependant, l'état de nécessité, il pose en fait problème quand les intérêts en conflit sont de valeur égale. Donc s'il y a deux bébés sur la route, imaginons. Donc, et ça pose aussi énormément de problèmes quand l'agent va en fait privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux d'autrui. Par contre, si le dommage provoqué est de moindre ampleur que le dommage évité, évidemment, on ne peut pas contraindre l'auteur à indemniser la victime. Et enfin, donc, l'effet justificatif de l'état de nécessité, il ne sera pas admis si en fait l'auteur se trouve devant la conséquence de sa propre faute. À nouveau, quand c'est notre propre faute, donc au niveau de la force majeure par exemple, si c'est arrivé par notre faute, pareil pour la légitime défense, enfin pour tout en fait, dès qu'il s'agit de notre faute, il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas purger ce caractère fautif. C'est une imprudence, donc voilà, on est, on est fautif, point barre. Par contre, si dans ce cas-ci, c'est un tiers qui sera donc à l'origine de ce mal, c'est lui qui donc pourra être tenu responsable. Donc souvent, l'état de nécessité est confondu avec la force majeure ou alors avec la contrainte. Il faut bien préciser que donc, la force majeure, c'est une cause d'exonération qui va donc rompre le lien causal qu'il y a entre la faute et le dommage. L'état de nécessité, c'est donc un fait justificatif susceptible de supprimer la faute. Et donc l'état de nécessité va se distinguer de la contrainte, qu'on verra juste après, parce qu'en fait, l'état de nécessité, il va conditionner, on va garder notre volonté libre, elle ne sera pas exclue en fait. Alors que la contrainte, elle va vraiment altérer notre volonté, on la perd. Au niveau donc des articles, sachez que donc, bien évidemment il reste important et c'est pareil donc pour les arrêts de cour de cassation. Vous n'avez pas besoin, je pense, vous pouvez connaître par exemple que c'est le 15 mai 1930, mais si vous mettez cour de cassation 1930, d'après Madame Georges, ça suffirait. Je ne sais pas ce qu'il en est parce que personnellement je les ai toujours mis en entier, mais elle disait que l'année suffisait. Troisièmement, il y a donc la contrainte. C'est sous l'effet de la peur, des pressions exercées sur elle, de la confusion d'une situation ou alors de la précipitation des événements, il se peut qu'une personne commette un acte dommageable sans le vouloir. On va donc dire qu'elle se trouvait contrainte d'agir ainsi, donc elle n'avait plus sa volonté libre, comme on l'a différencié par rapport à l'état de nécessité. Cette volonté libre est vraiment anéantie, elle est détruite. C'est vraiment ce qui va la distinguer. Et donc, c'est une cause de justification, donc uniquement si cette volonté libre a été anéantie, puisque l'état de nécessité laisse place donc au libre arbitre de l'agent. Autant se répéter pour ça, pour que ça. Et donc, il faut que le défendeur en responsabilité, il n'ait pas du tout eu la possibilité d'adopter un comportement autre que celui qui va entraîner le dommage. Et donc, la contrainte, elle est fréquemment invoquée à titre subsidiaire, à côté de la légitime défense, ou les autres faits justificatifs. Et donc, il se peut en fait que les conditions ne soient pas réunies pour pouvoir accueillir l'un des faits justificatifs, mais les circonstances en fait vont être telles que la volonté elle sera éteinte, et donc on fera place à un comportement incontrôlé, ou alors on va obéir aveuglément sans pouvoir avoir une autre attitude possible. Il faut faire attention que ce qu'il y ait de la peur, la nervosité, la colère ou alors une réaction sous le coup de l'émotion, ça ne va pas suffire à écarter la faute parce que ça n'anéantit pas à nouveau notre volonté libre. C'est juste notre faute en soi, qui n'avons pas su gérer nos émotions. Et donc, ça implique qu'on ait un comportement qui soit totalement anormal, mais qui trouve raisonnablement sa cause dans des circonstances extérieures. Il ne faut pas en fait qu'on ait versé dans une émotion allant à l'encontre de la raison. Voilà. Ici, donc, je propose donc deux tableaux récapitulatifs. Donc, sur la gauche, donc, les faits justificatifs et sur la droite, donc, les causes exonératoires étrangères, pour bien donc, les différencier.
Je ne vois pas donc l'ordre ou la permission de la loi ou alors l'erreur invincible. Les définitions sont là et n'hésitez pas à aller voir si jamais donc, mes synthèses ou alors même les autres, des autres personnes sur WireNote ou dans le cours. Le syllabus est super complet et très bien expliqué, donc n'hésitez pas. Et donc là, c'est bien pour voir la différence entre les deux que dans ce qui concerne donc, les causes exonératoires étrangères, il y a donc le cas de faute concurrente de tiers autre que la victime, avec donc l'obligation à la dette, la contribution à la dette et donc la subrogation là-dedans. Je m'attarderai dessus sans doute dans une autre vidéo si j'ai un peu le temps. Il y a donc la faute de la victime et enfin donc la survenance d'une cause étrangère exonératoire avec la force majeure, le fait d'un tiers et donc la faute de la victime. Il ne faut donc pas oublier que les causes étrangères exonératoires, moi personnellement ce qui m'aide à retenir, causes étrangères exonératoires, je déteste écrire les mots en entier, ce qui fait que je les résume par CEE. Et dedans, donc, le C me permet de directement me dire, ah ben oui, C c'est comme lien causal, ce qui fait que ça va agir sur le lien causal. Les faits justificatifs, je les résume FJ. Et donc il y a ce F qui va me permettre de savoir que ça va agir sur la faute au cas où j'ai une hésitation entre les deux, ce qui peut arriver parfois dans un coup de stress. Ensuite, il y a donc les faits non justificatifs, donc au niveau du consentement de la victime et l'acceptation des risques par la victime. Donc ça n'aura pas d'incidence sur la responsabilité et donc ils n'ont pas pour effet de supprimer la faute de l'auteur dommageable. Et donc c'est par exemple l'acceptation des risques par la victime, c'est en cas d'un joueur de football qui se fait ramasser lors d'un match, ici précédemment, qui donc a une blessure créé par un autre joueur. Dans ce cas-ci, il ne pourra pas aller agir contre cette personne parce qu'il a donc cette acceptation des risques. En fait, il va accepter l'éventualité d'un dommage qui pourrait donc lui être accidentellement causé par un tiers. Alors que dans un tournoi de MMA, de boxe, etc., il y a donc le consentement de la victime. Donc si elle est ruée de coups, qu'il soit volontaire ou involontaire, l'auteur verra sa responsabilité exclue parce que la victime a donc consenti à tout cela parce qu'elle participe donc au mal. Et donc une fois qu'on a vu donc le dommage, le lien causal et la faute, on a les bases en fait qui constituent la base légale qui est 1382 et 1383 du Code civil, qui est donc la responsabilité du fait personnel. Donc les conditions sont donc la faute avec l'élément objectif, donc la violation d'une obligation générale de prudence et la violation d'une obligation déterminée, l'élément subjectif, qui est donc l'imputabilité, et enfin la prévisibilité du dommage. Il faut donc qu'il y ait une faute qui réponde à ces trois conditions. Au niveau de l'élément subjectif, il ne faut pas oublier donc les exceptions qui sont les enfants, les déments et anormaux. Et enfin, l'élément objectif, cela peut être donc, la violation d'une obligation déterminée, donc le fait donc, de par exemple en tant que jeune conducteur, encore en apprentissage, de prendre la voiture de nos parents et de conduire la nuit avec alors qu'on n'a toujours pas de permis définitif. Dans le cas, et ça peut être aussi donc une obligation générale de prudence parce qu'on va conduire fatigué par exemple. Et donc ça peut être l'un ou l'autre, pas forcément les deux. Et la prévisibilité du dommage, donc on devait prévoir que cela aurait créé tel dommage. Ensuite, il y a le dommage où donc on doit bien préciser qu'il doit être certain et personnel avec donc les définitions. La typologie du dommage, donc pouvoir définir quel dommage aura été créé, engendré. Et enfin, au niveau du lien causal, il faut bien donc noter la théorie de l'équivalence des conditions avec la condition sine qua non, c'est-à-dire que donc sans ce dommage, la faute ne serait pas produite telle qu'elle s'est créée, ne serait pas produite telle qu'elle s'est créée in concreto. Et ensuite, j'ai mis entre parenthèses la théorie de la causalité adéquate, parce que parfois donc, on fait un peu en torse, mais pour le moment, on ne se base pas là-dessus. Au niveau du fait personnel, c'est très très rare. Et donc, au niveau du fait personnel, on va avoir une présomption réfragable. Donc, c'est-à-dire que c'est une responsabilité sur base d'une faute prouvée, mais on peut toujours renverser cette faute grâce au fait justificatif, donc avec la légitime défense, l'état de nécessité, etc., vu dans la vidéo. Et donc, si on arrive à en prouver, on va renverser cette présomption de faute et on va pouvoir la purger et donc être exonéré. Ensuite,
Au niveau du lien causal, avec les causes étrangères exonératoires de responsabilité, si jamais on arrive à prouver qu'elles sont exclusives, ne pas oublier donc la force majeure doit être exclusive, si le fait d'un tiers est exclusif ou pareil pour la faute de la victime, on est exonéré. Et donc, on peut renverser ce lien causal et à nouveau, on ne répondra donc pas aux 3 conditions. Il est super important de répondre aux 3 conditions, à la faute, au dommage et au lien causal. Si une des conditions est manquante, si par exemple vous êtes dans un régime sans faute, c'est-à-dire par exemple, imaginons le régime des usagers faibles, d'indemnisation des usagers faibles, s'il n'y a pas de faute, ça ne sert à rien d'aller faire l'application de 1382 et 1383. Vous allez juste perdre du temps dans votre casus. Donc basez-vous vraiment en cherchant les conditions de chaque régime. C'est vraiment super important de bien les connaître, ainsi donc que de quoi elles sont constituées. Comme j'ai fait pour droit romain, je prendrai la peine de refaire une autre vidéo avec des exemples donc, de casus et donc comment bien y répondre afin donc, de pouvoir à nouveau vous guider pour les casus donc, à l'examen. Ici, par contre, au niveau donc, des examens, je ne peux pas vraiment vous dire les questions parce qu'elles sont... Déjà, elles varient énormément. Et ensuite, elles sont très, très, très larges, en fait. C'est plus compliqué comme cours parce que c'est un cours qu'il faut vraiment connaître de manière transversale. Un peu comme Sources et principes du droit. Il faut vraiment le connaître par cœur. Il faut savoir se diriger vers le dommage pour aller finalement vers la perte d'une chance, retourner vers le dommage parce qu'il y a certains dommages qui doivent être certains. Dans ce cas-ci, la perte de chance, elle doit être certaine. Et donc, c'est vraiment très transversal. Donc, je vous conseille de vraiment bien connaître ce cours. Je vais faire au mieux pour bien situer toute la matière avec vous. Malheureusement, je ne pourrais pas tout voir parce que sinon, ça prend beaucoup trop de temps et c'est un cours beaucoup plus large que droit romain. Mais à nouveau, n'hésitez pas si jamais vous avez la moindre question, besoin d'aide ou peu importe. Donc voilà, beaucoup de courage.